Merci d'être là, tout le monde. Ça me fait plaisir. Merci aux gens du MAPAC de m'avoir invité. Alors, juste pour vous situer un petit peu, certains, même plusieurs, ne me connaissent pas. En fait, moi, je suis président de Marketing Face à Face. Marketing Face à Face existe depuis 1991. Et depuis 1991, on est 100% dédié au marketing d'exposition. Alors, nous, on n'est pas une boîte de com, on ne monte pas de site web, de plan de com, de campagne publicitaire, de brochures, on ne touche pas à ça. Nous, dans notre année, depuis plus de 25 ans maintenant, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des shows à travers le monde. Alors, c'est vraiment notre niche spécialisée. Alors, à peu près toutes les formes de salons, on les a vues, et pas mal de salons d'alimentation avec les gens du Groupe Export, avec le MAPAC. C'est rien du tout. Groupe Export, ça fait combien de temps, Hicham? Ça fait 7 ans. Quand tu es arrivé au Groupe Export, on était déjà là. C'est ça. Donc, on se connaît depuis belle lurette. Alors, on a souvent vous a accompagné dans des salons. Alors là, aujourd'hui, j'ai comme à peu près, pas tout à fait une heure, pour vous donner des idées essentielles sur comment multiplier les résultats de vos salons. Puis, en moyenne, c'est un fait, les gens avec qui on prend le temps de travailler, les entreprises, ont effectivement en moyenne triplé leurs résultats. Ont généré soit 3 fois plus de leads, 3 fois plus de ventes, eu 3 fois plus de personnes à leur stand en appliquant les notions dans une formation complète. Là, on va vous donner quelques trucs là-dessus aujourd'hui. Puis en même temps, ils ont réduit en gros de 20% leurs dépenses dans l'année exposition, en faisant moins de shows, mais en les faisant mieux. On a cherché maximum ou plus par salon plutôt que d'en faire une dizaine, puis avoir un 10%. Mais bienvenue. Ils en font beaucoup moins, mais ils vont comme faire 5 fois 6 leur salon. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à faire plus et moins. Travailler un show, faire un salon, c'est un peu comme participer à une course de vélo de haut calibre comme le Tour de France. Qui est capable de faire du basic ici? Pouvez-vous lever la main? OK, très bien, tout le monde. Qui pourrait participer au Tour de France l'été prochain et espérer gagner? Levez la main. Et plus personne ne lève la main parce que c'est tellement différent faire du basic là que de faire du basic chez nous. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? La compétition. En fait, tu peux t'entraîner, mais ce qui fait la différence, chez vous, on est tout seul. Écoute, pas de compétition, on fait ça tranquillement, pas vite, à notre rythme. Au Tour de France, on est entouré de compétiteurs, c'est tellement facile de se perdre dans toute cette cohue-là. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, eux autres? Tout le monde essaie de devancer la cohue, mais tout le monde essaie de faire pareil. C'est pareil comme un salon. On voit ça dans un show, tellement de monde, tellement d'exposants, c'est facile de passer inaperçu là-dedans. En fait, la grande différence, la première leçon qu'on doit tirer d'un salon, c'est celle-ci. On ne se vend pas ou on ne vend pas notre salade dans un show comme on le fait chaque jour. On ne se vend pas un salon comme on le fait chaque jour. Ça veut dire que si vous êtes vendeur expérimenté, vous êtes le concepteur, vous êtes l'inventeur, vous êtes le cuisinier qui a fait votre affaire, puis vous êtes habitué, quand vous le représentez chaque jour, vous parlez de ça à un marchand, une chaîne, il faut absolument transformer votre façon de faire en fonction de cet environnement spécifique du salon. Pourquoi? Pourquoi, selon vous, on ne se vend pas un show comme on le fait chaque jour? Pourquoi? Absolument. Combien de temps vous avez? Avez-vous une idée? Plus que ça. Comment? Oh, plus que ça. Voici une deuxième chose que je vais vous apprendre. Le juste équilibre entre la quantité et la qualité de conversation. Si vous parlez 60 secondes aux gens dans un stand, c'est-tu bon? Pas assez. Pas assez de qualité. C'est quasiment juste, bon, on donne des cartes d'affaires, nos brochures, puis elevator pitch, c'est tout. C'est pas assez. Il faut un peu de qualité, il faut un peu de viande autour de là. Sinon, jamais qu'on va avoir des retours de ça. Alors, il faut faire ça un peu plus long. Combien plus long? 4,4 minutes. Caméra à l'appui, chronomètre à la main dans les shows, là, un visiteur passe en moyenne 4,4 minutes dans un stand qui est intéressé par le produit. Après 4 minutes et demie, il est prêt à partir. C'est la capacité moyenne maximum pour un cerveau. Alors,
le juste équilibre, l'efficience entre la quantité et la qualité dans un show, là, c'est 15 l'heure. 15 personnes l'heure. Et c'est déjà pas mal, 15 l'heure. C'est déjà beaucoup. Et là, pour arriver à ça, bon, je ne parle plus de ça, ça ne me tente plus. Ça non plus, je n'ai pas le temps. Pour arriver à ça, pour arriver à parler avec 15 personnes l'heure, il faut absolument changer la façon de faire de vous ou de vos vendeurs, de votre force de vente. Il faut arriver à être efficace. Il faut, la première chose, et voilà un autre conseil, apprenez et préparez-vous ou apprenez à savoir ce que vous vendez. Il faut savoir ce qu'on vend un show. Qu'est-ce que vous vendez à un salon? Je pose la question. Vous vendez quoi? Vous rencontrez un CPR, un client potentiel réel. Qu'est-ce que vous essayez de lui vendre? Produit? Non. Rêve? Non. Le goût de te rappeler? Oui, qu'on est proche. Non, on s'éloigne. La bouche au fait, là, on s'éloigne. En fait, ce que vous vendez, vous parlez de vendre le produit, il faut parler du produit, il faut vendre le rêve, pas vendre, il faut parler du rêve, il faut parler de ce que ça donne, il faut parler de créer une relation, il faut faire ça, mais dans l'objectif de vendre une chose précise. La prochaine étape du processus. Quand vous êtes au salon, vous vendez le suivi. Je reviens sur ce que François a dit, le goût qui me rappelle. François, quel salon tu as fait le dernier? As-tu fait un salon? Non. OK. Connais-tu tes compétiteurs? Oui. OK. Combien tu aurais de compétiteurs? Ton premier salon peut-être Cial, Montréal? Non, en fait, mes collègues travaillent avec Qui sont vos compétiteurs là-bas? Combien vous en avez? Deux compétiteurs. Combien il y avait d'exposants au salon? Alors, disons 2000. Combien de compétiteurs avais-tu? 1999. En fait, à un salon, chaque exposant est en compétition avec vous pour la même paire d'yeux de votre clientèle cible. Alors, quelques compétiteurs directs, mais chaque exposant est en compétition avec vous pour le même temps, le même esprit, la même attention de votre client potentiel. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, puis là, vous avez fait une bonne intervention, puis ça a été intéressant. Présentation, là, est là, top. Mais là, il sort de votre stand, il s'en va d'un autre stand. Alors, votre présentation vient de faire quoi? Elle vient de descendre. Un autre stand, une conférence, il rencontre un ami de longue date. Et jase. Alors, toutes les fois qu'il se passe quelque chose, un téléphone, à toutes les fois qu'il se passe quelque chose, notre présentation descend. Alors, qu'est-ce qui reste à la fin? Quand il sort du salon, qu'il arrive au bureau, retourne ses courriels, retourne ses appels, éteint les feux, qu'est-ce qui reste de l'intervention qu'il y a avec vous? Pas grand-chose, hein? Même, et je reviens à ce que tu as dit, prenez pour acquis que quelqu'un qui se souvient de vous après un salon, c'est un accident. J'exagère, mais pas ben. En fait, à moins que votre produit soit exceptionnel, nouveau, qu'il soit très in, là on va, wow, hey, c'est génial. Mais comme les produits souvent se ressemblent, une petite affaire près, c'est à peu près pareil, on ne réinvente pas la roue. Les chances que les gens se souviennent de vous sont très minces. Alors imaginez les chances qu'ils vous rappellent. Ce n'est pas à eux à se rappeler de vous, mais vous à vous rappeler d'eux. Et voici un autre conseil. Dans le to-do list, checklist, c'est toi ça, checklist? Avant un salon, établissez une stratégie de suivi. Nommez une personne responsable, pas de faire les suivis, mais une personne responsable de tout le processus suivi. Parce que là, vous dites, c'est bien beau, je vais à un salon.
en Europe ou ailleurs. Je vais rencontrer des gens, je vais générer des leads. Mais savez-vous que plus de 85% des entreprises ne font pas de suivi? Alors pourquoi? Il y a au moins 6 raisons à ça, puis il y a des pistes de solutions. Mais une de celles-là, c'est de penser à notre affaire avant. Alors, il faut juste voir pour comment on va faire pour assurer nos suivis. Combien d'entreprises font des salons et disent « Hey, j'ai fait un bon salon, ça a vraiment bien été. » Mais demandez-leur un an après, qu'est-ce qui reste du salon? Rien. Est-ce qu'il reste des choses dans le pipeline? Bon, pas grand-chose. Alors, établissez-vous une stratégie de suivi. Il y a des choses à faire pour ça, mais il faut juste y penser. OK? Alors, ce qu'on vend à un salon, c'est un suivi. Et quand on est conscient de ça, si chacun de vos animateurs de stand sont conscients de ça, c'est la façon, c'est à la base de dire, ben, si je vends seulement un suivi, est-ce que j'ai besoin de tout dire sur mon produit? On peut éliminer un paquet d'affaires inutiles, dire l'essentiel pour teaser, exciter la personne, dire « Wow, il y a peut-être quelque chose là, il faut qu'on se reparle. » Parfait, vente est faite. Je vais dire vos gueules, non? Taisez-vous. Et on se rappelle, vendu, next. Ne vendez pas comme si vous vendiez une commande, un booking complet pour la prochaine année de votre produit, là. Vous vendez juste un suivi. Point à la ligne. Il faut quand même aller un petit peu. Suffisamment en profondeur pour comprendre son besoin aussi, pour adapter la réponse, être sûr de Absolument. Sinon, ça fait... On va en parler tantôt. Oui. Alors, voilà juste quelques notions pour commencer. Maintenant, on va tirer des leçons importantes en pensant à comment ils pensent, les visiteurs. On va parler un peu de la psychologie des visiteurs. On sait que tout le monde pense de la même façon, on réagit, on a à peu près les mêmes réflexes. Comme quand on dit aux personnes, nommez-moi une couleur. Quelle couleur vous pensez? Rouge. Et elle est là. OK? C'est toujours les deux premiers qui sortent. Pensez à un outil. Un outil? Alors, on se ramasse à peu près toujours avec notre marteau rouge. Mais tout le monde pense pareil. On a à peu près tous les mêmes réflexes. Alors, c'est pareil dans un salon. On va voir 3 facteurs psychologiques, 3 grands réflexes des visiteurs, puis on va tirer des leçons là-dessus. Selon vous, les visiteurs qui viennent à un salon, ils y viennent d'abord et avant tout pour voir quoi, vous pensez? Absolument. 92% viennent à un salon pour voir ce qu'il y a de nouveau. Alors, sachant ça, on fait quoi avec ça? On leur dit que c'est nouveau. Bref, dit de même, ça n'a pas l'air très convaincant. Mais mettez en évidence la nouveauté. OK, rappelez-vous de cette petite phrase simple. La généralité n'attire personne. Si on veut tout montrer, on n'intéresse personne. Je me rappellerai toujours, je ne sais pas si tu te rappelles, Hicham, au Cial, il y a quelques années. Il y avait une entreprise qui était là, puis avait plein de produits. Il y avait un produit, mais toutes sortes de formats. Puis les vendeurs, c'est ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient montrer le petit 50 millilitres jusqu'à les gallons, puis tout. Puis ils voulaient ça, les vendeurs, parce que les autres, ils veulent des outils de travail. Alors, il y avait tout ça, mais il y avait une nouveauté, c'était un packaging, c'était en sac, là, puis c'était vraiment différent. Mais là, il y avait à peu près 15 éditions de leur sac, mais ils étaient comme répartis un peu partout comme ça. Personne passait, personne n'arrêtait. Là, je regarde ça, puis on va changer ça, là. Alors, je prends ces 10 produits, j'enlève à peu près 50% de ça, je dis, mets ça dans des boîtes. Puis prends tous tes sacs, là, puis mets-les tous en avant, là, comme ça. Je ne sais pas si tu sais qui, là. Puis là, on avait tous les sacs mis bien en évidence, là. Puis là, les gens passaient et disaient, « c'est quoi ça? » Avant, ils étaient perdus parmi plein de choses qu'on ne voyait pas. Alors, mettez en évidence votre nouveauté visuellement. Grossissez-la. Éliminez tout le reste qui n'est pas utile, mais les gens viennent pour voir ce qu'il y a de nouveau. Alors, montrez-la, votre nouveauté. Gros, ou plusieurs de la même sorte, vous avez beaucoup plus d'impact. Ou carrément une affiche nouveau, avec une flèche qui pointe. C'est quétaine, mais ça marche.
En fait, et c'est là une grande différence entre les salons et le marketing. Marketing, on essaie d'être subtil, fin, raffiné. Brochure, il faut que ce soit. Comprenez l'idée, on essaie d'être pas trop gros, pas trop. Mais salon, là, c'est premier degré. Parce que si on va deuxième, troisième degré dans la subtilité, dans le. On passe dans le beurre. On est trop politically correct. On perd l'impact en salon. Alors, ce qu'on ferait sur un stand, on ne le ferait pas sur une brochure. C'est un monde différent. On ne pédale pas de la même façon au Tour de France que dans le day-to-day. On n'agit pas de la même façon au salon qu'on fait dans le marketing chaque jour. C'est différent. Deuxième truc que je vous donne en rapport avec la nouveauté. Ça coûte gratis, ça peut vous permettre d'augmenter le nombre de conversations. C'est juste quand les visiteurs passent. Est-ce que vous avez déjà vu ça, des visiteurs qui passent, ils marchent devant votre stand, ils regardent comme ça, puis ils continuent tout droit. Avez-vous déjà vu ça? Oui. Alors, quand ça se passe, c'est une affaire de même, là, juste avoir une personne sur le bord de l'allée et que cette personne-là dit « Hey, bonjour, avez-vous l'information sur notre nouveauté? » Juste ça. « Hey, bonjour, avez-vous l'information sur notre nouveau produit? » Qu'est-ce qui se passe dans la tête du visiteur? Il dit « Ben, c'est quoi ça? » Ben, c'est ça. Sa curiosité l'emporte un peu. Il est là pour ça, voir la nouveauté, lui. Alors, c'est beaucoup plus fort ça que de dire « Hey, bonjour, est-ce que vous connaissez notre entreprise? » Non, j'en ai rien à cirer. Mais en passant, c'est une phrase turn-off, ça. C'est une des deux phrases qu'il ne faut pas dire. « Bonjour, est-ce que vous connaissez notre entreprise? Bonjour, est-ce que vous connaissez nos produits? » Ça ne marche pas. OK? Alors, j'ai une question pour vous, voir si vous avez bien compris le principe. Supposons que vous avez une nouveauté. Et là, vous vous dites, mais ma nouveauté va intéresser absolument personne. Mettons que vous dites ça. Puis peut-être vous avez raison. Mettons que ça intéresse personne. Alors, est-ce que vous dites aux personnes, bonjour, est-ce que vous avez l'information sur notre nouveauté qui intéresse personne? Vous ne le dites pas, mais vous le pensez. Est-ce que vous avez l'information sur notre nouveauté? Est-ce que vous le dites quand même? Est-ce que vous l'utilisez quand même? Ben oui. Oui, on s'en balance que ça l'intéresse ou pas. Ce n'est pas ce qu'on va lui vendre. On s'en sert juste comme un hook. On lui dit, ben en fait, on a tel produit qui intéresse personne. Non, vous ne dites pas ça. Mais on a tel produit qui fait ça maintenant. On a amélioré tel produit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à vous? Ah non. Ben en fait, vous êtes dans quel domaine? On ne vend pas la nouveauté. On s'en sert juste pour les emmener dans le stand. Ça coûte gratis et vous venez d'augmenter le nombre de personnes qui viennent dans votre stand. Mais on en parle, on fait juste en parler au début. Puis on dit, c'est ça t'intéresse-tu? La seule chose, c'est qu'on est sûr que tout le monde va dire, non, ça ne m'intéresse pas. Ben en fait, qu'est-ce qui vous intéresse? Dans quel domaine? Mais on a lancé la conversation. Et c'est le but. Deuxième chose, est-ce que les visiteurs veulent une longue présentation détaillée, vous pensez? Et vous avez raison. 96% des visiteurs disent, non, moi, je veux ça, right to the point, une courte présentation. Quelle est la proportion des vendeurs, à l'inverse, qui ont tendance à vouloir faire des longues présentations détaillées? 96%. C'est pas mal ça, hein? J'ai quelqu'un, je viens là au salon pour parler. Alors, j'ai quelqu'un qui est là, qui me parle, j'ai quelqu'un qui parlait finalement. Hey, je ne le lâche pas. J'y parle, je décris toute mon affaire, le processus de fabrication, l'évolution, les garanties à qui qu'on a livré, comment ça goûte, les comparatifs. Tout ça, on les sort. Puis là, on sait qu'on est pressé un peu. Fait qu'est-ce qu'on dit? On le dit vite. On fait juste parler, mais plus vite. Alors, c'est encore moins intéressant comme ça. Là, il parle, parce qu'il aime bien mieux parler longtemps avec une personne que parler 4,4 minutes avec 15 personnes. Vous comprenez ça? C'est bien moins fatigant. Et là, il parle. Puis là, la personne en face de lui va dire hey, ben, c'est intéressant ton affaire. As-tu une brochure? As-tu de l'information? Ben oui, il n'y a pas de problème. Là, ils partent, vont chercher la brochure. On donne ça à la personne, puis il est parti. Et là, vous venez de réaliser une chose. Les visiteurs qui vous demandent une brochure, c'est-tu parce qu'ils sont intéressés? Non, c'est pour se débarrasser de vous autres. Absolument. Alors, dites-vous que quand quelqu'un vous demande une brochure, c'est une défaite.
Euh, Parlant de ça, est-ce qu'il y en a ici qui donnent des brochures en salon? Est-ce que vous avez des brochures? Vous en remettez? OK. Saviez-vous que plus de 93% des brochures remises en salon... Comment? Oui, même pas besoin de finir la phrase, vous le savez. Hein? Alors, allez-vous continuer à en donner? Oui. Il faut juste savoir à qui on les donne, les brochures. Alors, pour qui devriez-vous garder vos brochures? À qui devriez-vous donner des brochures? Pour qui devriez-vous les réserver? Pas en tout à ceux que tu veux te débarrasser. Vous comprenez la logique, hein? C'est si simple, mais on n'y pense pas. En fait, ce que vous devriez faire, quelqu'un entre dans le stand, vous commencez à parler avec quelqu'un, vous dites, est-ce que je peux avoir une brochure, s'il vous plaît? Là, on ne lui dit pas, non, j'en donne pas. On dit, oui, pas de problème. Et là, vous pouvez même en avoir une dans vos mains avec dessus copie du stand ou maganer un peu. C'est votre copie à vous, votre outil de travail. Et pas de problème, ça va me faire plaisir. Mais vous voulez avoir de l'information sur lequel de nos produits? Exactement. Alors là, on renverse la vapeur. Oui, pas de problème, ça va me faire plaisir, mais sur quoi juste vous avoir de l'info? Ah, OK. Et pourquoi? Vous êtes dans quel domaine? Et là, on le qualifie. Alors là, on a renversé la vapeur. Maintenant, là, on va poser des questions et là, on voit si c'est un CPR, un client potentiel réel ou pas. Si c'en est un, est-ce que je veux lui donner ma brochure qui va se ramasser dans le sac, qui risque de finir à poubelle? Non. Alors là, je lui dis, bien, savez-vous quoi? Ce que j'ai ici, c'est un petit flyer. Je peux vous laisser si vous voulez, mais ça réfère à notre site web. Ce que je ferais, je vous enverrais de l'information beaucoup plus utile qui vous aidera à mieux voir ce qu'on produit. Ça vous irait? Oui? Parfait. Puis si vous voulez être sûr d'avoir un oui à ce stade-ci, donc là, vous venez de vendre le suivi. Vous êtes d'accord? Suivi, c'est brochure. Si vous voulez être sûr d'avoir un oui, à cette petite phrase, ici, je donne juste ça, ça réfère à mon web, mais je vous enverrai quelque chose de beaucoup mieux. Alors déjà, on vient de faire une vente. Si vous voulez être bien sûr que la personne vous dise oui, quand vous dites « est-ce que ça vous irait », faites un petit signe de tête. Est-ce que ça vous irait? C'est bon? OK, parfait. Pas comme ça, là. Ça, c'est comme... C'est juste subtil. C'est un petit... Puis pratiquez-le, hein, devant le miroir, là, un petit, comme très léger. Là, vous venez de vendre le suivi. C'est pas tout. Quand vous envoyez votre brochure, est-ce que vous envoyez une brochure fretnet sec dans une enveloppe avec rien dessus? Avec? Ben non. Qu'est-ce que vous envoyez avec ça? Carte d'affaires, une belle lettre que personne ne lit, hein? Vous êtes d'accord? Mais il faut le faire. C'est juste joli. Mais si vous voulez upgrader votre affaire, prenez un simple post-it. Collez sur la brochure. Madame Francine, comme promis, voici votre brochure. Et à la page 5, j'ai pris la liberté d'encercler une idée que je pense que vous allez particulièrement apprécier. Pensez-vous qu'elle va, Francine, aller à la page 5 puis voir l'idée qui est encerclée? C'est ça. Comment je sais que c'est la page 5 qui est importante pour elle? Bien, j'ai posé des questions. On l'a qualifié, on l'a bien écouté, je sais. Alors, maintenant, il y a 93% des chances que si je mets ça dans le sac, il la jette. Il ne l'ouvre jamais. Maintenant, j'augmente mes chances. J'ai vendu mon suivi, je peux l'appeler, on peut discuter de ce qui était dans la brochure, du point important. Et quand vous promettez une brochure à quelqu'un et qu'elle le reçoit, c'est la première occasion de démontrer que vous êtes compétent, que vous êtes fiable. C'est une belle occasion de le faire. Maintenant, les visiteurs. Par exemple, on envoie beaucoup d'informations électroniques. Oui. Comment s'assurer que la personne va ouvrir mon courrier? Je parle d'un courrier et non d'un courriel. Ce qui amène une question qui est évidente, qui m'est souvent posée. Qu'est-ce qui est préférable, courrier ou courriel? Vous savez la réponse. Oui, mais la brochure papier, courrier, a plus de valeur. Vous pouvez être à peu près certain que si vous envoyez un courriel, ça passe à côté. Analysez-vous vous-même. Les courriels qui ne sont pas prioritaires, vous faites quoi? C'est comme, plus tard. Plus tard, puis plus tard. Ça passe une semaine, 2 mois. C'est tellement facile d'éliter un courriel. Alors là, c'est à vous de voir. Et même, on parle ici de la clientèle en Europe, par exemple.
plusieurs clients, de nos clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent le coût, puis ils analysent le potentiel du client, puis ils évaluent le fait qu'un bon client potentiel que je classe dans mon top, dans mon code de priorité, là, avec le volume qu'il peut me générer, ça vaut la peine de lui envoyer une brochure papier. Moi, j'ai un client qui l'a fait il n'y a pas longtemps pour un client en Australie. Puis dans sa tête, le client se dit, il est au Canada, jamais qu'il va rien m'envoyer en Australie. Il a reçu une boîte. Ça l'a impressionné. Assez pour qu'il dise oui à une rencontre par Skype, une réunion. Assez pour ça. Alors, déjà, l'envoi de la brochure, même quand c'est outre-mer, ça a une valeur même plus grande. Oui, ça coûte quelque chose, mais c'est à vous de voir où est le breakpoint. Ça répond à la question? Maintenant, les visiteurs, quelle est la qualité la plus importante? Qu'est-ce qu'ils veulent voir d'un animateur de stand? Eux disent, moi, je veux parler avec un animateur qui... Oui, pas plate, c'est sûr, mais qui connaît son produit. Oui, il sait de quoi il parle. Je vais avoir une information juste. 86 % c'est ce qu'ils disent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que 100 % des gens que vous envoyez dans un stand d'exposition, exemple, vous dites, ben, j'envoie 3 personnes dans un show, est-ce que les 3 devraient avoir une connaissance de votre produit parfaite? À part lui, tu n'as pas tort. On va en parler. La réponse, c'est définitivement non. Oui. Voilà une grave erreur que font plusieurs entreprises. Ils envoient leurs 3 représentants seniors, où ils envoient le patron, le concepteur, les gens qui connaissent le plus le produit, là, ils les mettent les 3 dans un salon. Ils disent, hey, c'est mes meilleurs, ceux-là. Grave, grave erreur. Travailler dans un stand, c'est un sport d'équipe ou individuel? Équipe. Connaissez-vous une équipe dans toutes les équipes, dans tous les sports, où tous les athlètes dans une équipe ont les mêmes qualités athlétiques, vous? Non, ça se complète absolument. Comme, par exemple, dans un stand d'exposition, c'est pareil. Vous devriez penser en termes d'équipe. Dans un stand d'exposition, il y a 3 zones ou 3 types de joueurs différents. C'est quoi ces 3 joueurs? Et en passant, si j'avais à résumer en 4 points là, comment réussir une exposition, ça, c'est le point le plus important selon moi, avoir une équipe balancée. La première personne, alors c'est notre stand de 10 par 20, les visiteurs passent en avant comme ça. La première personne au front line, c'est ce qu'on appelle le généraliste. En France, ils les appellent les rabatteurs. Aux États-Unis ou au Canada, on les appelle les greeters. Mais c'est plus que juste quelqu'un qui souhaite la bienvenue. Ce n'est pas juste un rabatteur. Alors, quel est le rôle du généraliste? 4 étapes. Le généraliste, son premier rôle, c'est de générer du trafic dans le stand. Alors, la moindre personne qui passe, qui pose le regard, cette personne-là, le généraliste, a le don de lui faire un sourire, d'être amical, de lui dire « Bonjour, est-ce que vous avez… » Vous savez, les vendeurs qui viennent fatigués, ils ne regardent même plus. Bien, le généraliste, c'est sa job. Il génère du trafic dans le stand. Deuxième rôle, c'est qu'il donne une bonne image de votre entreprise. On ne vous connaît pas. On est peut-être dans un nouveau marché. Peut-être que c'est pas, au prime abord, c'est la première impression. Est-ce qu'elle est importante? Absolument. Et c'est cette personne-là. Donc, son deuxième rôle, elle doit donner une bonne image de votre société. Cette personne, c'est-tu une boat babe? C'est-tu une popoune? Non. Au contraire, si vous faites des recherches un temps soit peu, vous voyez très vite qu'une popoune, une boat babe, ça dévalue l'image d'une entreprise. Troisième rôle, ce généraliste doit préqualifier le visiteur. Donc, elle va poser 1 ou 2 questions pour savoir est-ce que tu fais partie de mon auditoire potentiel réel. Alors, elle va juste préqualifier. Ensuite, elle va vendre la prochaine étape du processus, qui est quoi? Parler au conseiller. Elle va dire, bien, vous avez absolument besoin de parler avec Jérémy. Il va vous donner l'information qui va vous montrer un tout nouveau produit qui peut vous aider franchement. Donc, elle va faire un petit pitch de vente, parler avec Jérémy. D'accord? Alors, ça, c'est les 4 rôles du généraliste. Généraliste, 30 secondes. Conseiller, 4.4.
Puis, même à ça, le généraliste va ramasser de l'information. Je vais vous montrer une petite vidéo tantôt d'ailleurs qui explique ça. Ça veut dire que ça, le conseiller, vos vendeurs, vont parler avec plus de personnes pendant le salon. Parce que quelqu'un qui est dédié à leur amener du monde. Alors que quand on est en arrière, on jase, il n'y a personne, fait que les gens entrent par eux-mêmes. Là, on force l'entrée des gens. L'autre chose, le généraliste, le fait qu'il va éliminer des pas bons, ça fait en sorte que le conseiller va perdre moins de temps à parler avec des gens qui ne sont pas qualifiés. Alors, règle générale, c'est le généraliste. Sauf que le généraliste, des fois, est en pause. Alors, même les conseillers joueront le rôle de généraliste. Mais la plupart du temps, c'est le conseiller qui va donner les brochures pour se débarrasser. Il va poser 2 ou 3 questions. « Hey, savez-vous ce que je vais faire? Je vais vous laisser notre petite brochure ici. Ça, vous avez l'information, numéro de téléphone, web, vous allez là. Ça va? Merci. Bonjour, débarrasse. » Hey, ça marche. Puis les gens disent « Ah, merci beaucoup, c'est gentil. » Okay? Mais on ne dit juste pas le débarrasse. Vous comprenez? Ça, c'est entre vous et moi, là. Ne pas dire débarrasse, juste le penser. Alors, ça, c'est le rôle du conseiller, c'est de vendre, de générer des leads. Alors, une bonne façon de générer des leads, c'est d'attirer le plus de monde possible dans le stand grâce à un bon généraliste. Un bon design de stand, oui, mais surtout un bon généraliste. On ne peut jamais remplacer ça. D'éliminer ce qui n'est pas bon, ce qui fait que vous amenez plus de personnes au conseiller, puis vous éliminez ce qui n'est pas pertinent. Là, puis en plus, vous montrez au conseiller comment vendre en 4,4 minutes. Troisième zone, juste avant, un autre point. Ton nom, c'est? Émilie. Supposons que j'entre dans le stand. Ouais, je suis un visiteur, j'entre dans le stand. Je rencontre Émilie. Est-ce que je sais qui est Émilie? Non. C'est peut-être une petite nouvelle fraîchement embauchée pour le salon. Tu es peut-être la conceptualisatrice du produit. C'est peut-être toi qui as monté la recette. C'est peut-être toi qui as tout fait. Je ne sais pas. Mais si j'ai passé par une généraliste ou un généraliste avant, puis que là, elle me dit, bien, ce ne sera pas l'homme sur roi, je vais vous présenter Émilie. Émilie, c'est elle qui a conceptualisé le produit. N'importe quelle question que vous avez, vous lui posez, vous êtes en sécurité, vous êtes en bonne main avec elle. Maintenant, est-ce que je sais qui est Émilie? Oui. Le fait de passer par un généraliste vient souligner le fait que maintenant, vous parlez avec la personne qui connaît le produit. Cette conversation avec ce visiteur a déjà beaucoup plus d'impact juste à cause de ça. Alors, voyez la valeur d'un généraliste en termes de quantité et de qualité. Et ça devient plus facile pour vous. Parce que pendant que vous parlez avec quelqu'un, le généraliste continue de générer des leads pour vous. Alors, c'est vraiment rentable. Troisième, c'est spécialiste. Il y a certains cas où les gens veulent avoir plus d'informations. Alors, il faut entrer dans les détails. Comment le procédé de fabrication? C'est quoi la recette? Comment on peut amalgamer ça? Est-ce que tu fais du private label? Tout ça. Là, on peut juger que dans certains cas, ça demande, cette personne veut plus de temps ou mérite plus de temps. Alors, elle, on va le confier au spécialiste. Je vais vous donner un exemple tantôt de ça d'ailleurs. Maintenant, s'il y a un des 3 que vous pourriez éliminer en salon, vous dites, ben, je n'ai pas le staff pour 3, je n'ai pas le... Lequel des 3 est le moins important? Voilà. Parce que vous pouvez très bien dire, ben, hey, savez-vous quoi? Vous devriez parler avec Michel. Il va vous recontacter là-dessus, il va vous donner l'information. On a même une vidéo qui va vous démontrer tout ça. Alors, vous venez de vendre le suivi. Parce que vous n'avez pas le spécialiste avec vous. Mais il y a certains secteurs d'activité, certains salons où c'est mieux de l'avoir sur place. C'est à vous de juger. Ça s'analyse. Est-ce qu'on n'est pas mieux de le faire rencontrer comme avant, de faire sur le stand, mais pas mieux on se met en rond, si on se prend un rendez-vous B2B? Ça dépend. Ça va dépendre. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. J'ai vu des salons où on n'avait pas le choix. J'ai vu des salons où le spécialiste était dans un autre stand, une pièce à part, mais en règle générale, fatiguez pas avec ça. Le généraliste, si vous avez besoin d'un, laissez-le dans le stand. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est bon pour l'image. Il y a des gens dans le stand, vous ne pouvez pas avoir plus beau décor que du monde dans votre stand. Les foules attirent les foules. Alors, savez-vous, il y a même des compagnies qui payent pour avoir des faux visiteurs dans le stand. Ah oui. Puis ça attire du monde. Il y a toute une chorégraphie à faire avec ça. Voici ce qui se passe bien souvent quand on n'a pas de généraliste.
Alors, on a nos 3 représentants à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement ce qui arrive très souvent. Ils sont là, puis ils attendent. Beaucoup trop de représentants pensent que les gens sont intéressés, viendront me voir. Encore un salon il n'y a pas longtemps à Paris. Même chose. Alors, on a nos 3 représentants qui sont là dans le stand. Ils prennent leur petit café, ils travaillent, barricadés derrière leur porte. Et dérangez-les surtout pas. Tu sais, mais ils sont là, puis il y a plein de monde qui passe. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est terrible, ce qu'on voit souvent. Par contre, vous voyez ici, alors c'est Guylaine qui est une généraliste. Vous voyez la personne, je vais juste reculer un peu pour vous montrer comme la personne était un peu loin, oui, était à l'autre bord de l'allée. Juste un simple bonjour amical. Tu reconnais Guylaine, Hicham? Alors, on l'attire, elle lui donne l'article promotionnel entre les mains. Là, elle va le qualifier. Là, j'ai avancé, puis c'est un peu long. Et là, maintenant, elle est prête. Elle explique qu'elle est plus du département marketing. Alors, elle décide, compte tenu de ce qu'elle vient d'apprendre de la personne, de le transférer non pas au conseiller, mais de le transférer à Jim Hamilton, qui est le directeur des ventes, le grand Jim est là, qui est le directeur des ventes pour tous les États-Unis. Ça, c'est une compagnie canadienne, c'était au Pizza Show à Las Vegas. Alors, ce client-là était tellement important, elle le transfère à Jim, qui était le spécialiste. Et là, ce qu'il fait, le généraliste, elle fait juste dire, « Ben Jim, je te présente M. Untel, qui est le responsable des achats pour toute la chaîne Papa John's. » Ben, c'est ça qu'on s'est dit, nous autres aussi. Puis là, c'est comme Carl a fait, « Wow, hey, merci beaucoup. » C'est comme, il était pour passer tout droit, mais soudain d'une personne disponible qui fait juste ça, arrêter le monde, puis on va les attirer. Alors, elle résume. Une fois que le résumé est fait, qu'est-ce qu'elle fait, Guylaine? Ben là, c'est ça. Elle dit, maudit, j'aurais bien pas dû voir que tu me filmais. C'est comme, mais je filmais là, sans prendre, je n'ai pas dit là, à l'avance, ça a donné comme ça. C'est vraiment cool, ce shot-là. Mais combien de fois c'est arrivé comme ça, qu'on rabat du monde pendant que les conseillers sont occupés? Puis savez-vous quoi? C'est moins stressant pour vous. Parce que pendant que vous parlez avec des clients, vous savez qu'il y a quelqu'un qui veille au grain d'amener peut-être plus de monde. Oui, c'est moins fatigant, même physiquement et mentalement pour vous. Alors, une bonne équipe balancée. En passant, juste en passant, il me reste combien de temps? Est-ce que votre généraliste devrait connaître votre produit? Non. Carrément non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui travaille au shipping, quelqu'un qui est proche de vous pour l'amener comme généraliste parce qu'il va en parler. Il va en parler, mais mal. C'est pas bien. Fait que, comme il connaît, il faut presque mettre une muselière. Alors, vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas, tout ce que vous lui dites, c'est « Voici les 3 questions à poser pour savoir comment c'est un généraliste ou pas. Puis, c'est quoi, en 30 secondes, comment tu vends ma salade? Puis après ça, tu me l'amènes. C'est tout. En gros, c'est ça. On parlait de donner une bonne image. Est-ce que le non-verbal peut faire une différence? Ah oui. Maintenant, est-ce que vous voulez donner cette image-là? Là, vous dites, ben, t'as un peu, Julien, c'est stagé, ça. Oui, c'est stagé, mais je n'ai pas besoin de photos stagées. Regardez ça. Sourire non existant. Regardez ça. Enjoy. Oui. Et là, on peut dire c'est parce qu'il n'y avait personne au salon. C'est le cas? Ben non. Regardez ça. Il y a plein de monde à côté. Le stand à côté sont très occupés, sauf lui. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ce genre d'animateur qu'on a hâte d'aller demander de l'information. Alors, vous avez déjà entendu la phrase que je ne suis plus capable, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Bien, ce n'est pas quand on parle que ça se passe. C'est quand ils nous voient à distance. Combien de ventes ils perdent, ces gens-là? En passant, parlant de perdre des ventes. Mise en garde importante. Il existe un petit outil qui vous fait perdre des ventes incroyables. C'est quoi? Tu sais, hein? C'est une plaie. Dans les shows, c'est une plaie. Le nombre de personnes
qui sont au téléphone, aussitôt qu'ils finissent une conversation, s'en vont au téléphone, ils retournent des courriels, pas important, juste pour ne pas avoir... C'est plus facile de faire ça. Alors, comme ici, par exemple, ils sont au téléphone, puis là, elle regarde, ça c'était au PLME à Chicago. Là, elle regarde en avant, est-ce qu'il y a du monde en avant? Puis effectivement, il y a plein de monde en avant. Plein de monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au téléphone. Alors, pensez à ceci. La Terre continue de tourner quand on est en salon. Mais comment allez-vous gérer ces téléphones? Est-ce que vous avez une politique cellulaire? Il faut y penser à ça, parce que sinon, vous perdez des leads, c'est certain. Ça coûte cher à faire un salon. Mais si on passe la moitié de notre temps au téléphone, ça vient doubler le prix du salon carrément pour rien. Et c'est une réalité. Oui, rentabilité assurée. Tellement, hein, c'est pas rare de voir ça. C'est fréquent. Et là, vous riez. Mais quand vous allez faire des salons, vous allez tout voir ça. Vous voyez ça, vous les reconnaissez. Hein? C'est horrible ce qui se voit. Juste la dernière chose qu'on veut vous dire, parce que je pense que mon temps est presque écoulé. Oui, mais lui, il parle. Hey, sors-moi mon carton 10 minutes, là. Ça fait 10 minutes que tu as été supposé sortir. Hein? Juste, vous avez ici, vous pouvez même prendre en photo cette affaire-là. Non, le PowerPoint va être sur le site, je pense. Hein? Oui. Pour vous aider à structurer vos présentations en 4,4 minutes, essayez juste, puis je vous l'explique rapidement le tableau, mais normalement, on prend juste 2-3 heures en entreprise à l'expliquer puis le travailler. À partir de maintenant, essayez de structurer vos conversations. Pas les laisser aller n'importe comment. Structurez-les en 4 étapes. Première étape, apprenez à entamer vos conversations d'une bonne façon. Il y a 4 types de visiteurs. Alors, c'est bon d'apprendre c'est quoi ces 4 types de visiteurs puis comment on commence l'interaction avec eux autres. Incluant, est-ce que votre elevator pitch, il est prêt? C'est quoi un elevator pitch? Bien, avec la personne à qui vous parlez, qui vous demande qu'est-ce que vous faites au juste, vous devrez être capable de dire aux personnes dans 25 à 30 secondes qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis pourquoi elles devraient considérer votre produit. Qui, quoi, pourquoi. Voilà les 3 ingrédients de base d'un bon elevator pitch. Avant votre prochain salon, vous devriez travailler cette petite présentation. Ben, en fait, on fait ceci, on fait cela, puis ça peut vous être utile pour vous. OK? Oui? Est-ce qu'on se met d'avance comme objectif qu'on va... Est-ce que le spécialiste est supposé vendre tous les produits? Ou est-ce qu'on se dit, j'en vends juste un, puis je fonce avec celui-là? Ou est-ce qu'on y va au feeling en fonction des besoins? Vous attirez les gens au stand. C'est généraliste. Oui. Okay. Vous attirez les gens au stand par la nouveauté, le wow. Une fois qu'il est entré, là, vous posez des questions, vous découvrez le besoin et après ça, vous redirigez. Alors, si c'est la nouveauté qui l'intéresse, cool, vas-y avec la nouveauté. Si c'est la vieille affaire qui date d'il y a 12 ans, bien, va-t'en vers la vieille affaire de 12 ans. Mais ça, on le découvre justement dans la deuxième étape. Vous êtes dans quoi? Là, vous posez des questions. Et juste une petite phrase. On n'est pas au salon pour répondre aux questions des visiteurs. On est là pour poser les questions. Analysez-vous. Si vous êtes au salon puis vous êtes juste en mode « je réponds aux questions », vous êtes toujours sur la défensive, ce n'est pas bon. Vous êtes là pour poser des questions, diriger la conversation. Alors, vous posez des questions, vous découvrez les besoins. 3e étape, maintenant, vous pouvez dire, OK, maintenant que je comprends bien, je vais vous parler de ce que je peux vous offrir. Alors là, vous allez sélectionner les bons éléments pour cette personne qui est en face de vous. Dites-en moins, dites-le mieux. Le truc pour arriver à parler pendant 4,4 minutes et faire le bullseye, c'est de prendre le temps d'écouter. Alors, on entame la conversation de façon adéquate. On prend le temps d'écouter pour découvrir le besoin. On répond en fonction de ce qu'on a découvert là. On limite le nombre d'idées parce qu'on sait maintenant ce qu'il a besoin. Et on sait que ce qu'on a à vendre, c'est le suivi. Pas plus que ça. Après ça, la conclusion, c'est-tu de mettre un terme à la conversation? Merci, bonjour.
on se reparle. C'est dire, ben, savez-vous quoi? Là, je vous ai juste dit une ou deux petites affaires qui sont vraiment importantes à savoir, mais j'ai d'autres choses que j'aurais aimé vous parler. Alors, quand est-ce qu'on se reparle là-dessus? Quel est le meilleur moyen de? Et en passant, ne dites jamais à la fin de la conversation, est-ce que c'est correct si on se reparle là-dessus? Qu'on vient tout scraper la patente. Là, c'est ce qu'une sœur a fermé. Ah, non, 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 je vais regarder ton affaire, puis ouvrez pas la porte à ça. Dites, hey, il faut absolument qu'on se parle. Je vais vous donner un supplément d'information. C'est quoi le meilleur temps pour que je vous revienne là-dessus? Cool, vendu. Alors, si vous pouvez arriver à structurer vos conversations, et ça paraît simple, et ça l'est, mais c'est une torture faire ça. Parce qu'on a tellement l'impression qu'on n'a pas de temps, fait qu'on veut tout dire. Alors, si vous pouvez, vous, apprendre à mettre l'emphase sur la nouveauté pour attirer les gens, avoir une équipe bien balancée pour augmenter le nombre de personnes, éliminer les tire kickers, éliminer les ventes quand vous pensez que vous envoyez juste une brochure, structurer vos conversations, planifier vos suivis. Vous venez d'augmenter non seulement le nombre de conversations, mais le nombre de résultats suite à une exposition. Alors, voilà certains trucs qu'on voulait vous donner aujourd'hui.